Et aujourd'hui, dans l'été en Anjou, ce n'est pas un, mais deux portraits que nous allons vous proposer de découvrir grâce à Bénédicte Monnier. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors nos auditeurs ne vous connaissent pas, vous êtes étudiante, vous sortez de l'Université catholique de l'Ouest où vous suiviez des études toute cette année et vous êtes venue un jour frapper à la porte de RCF pour nous proposer d'aller à la rencontre de plusieurs artistes angevins, des artistes avec lesquels vous avez parlé de leur pratique artistique, de leur vision du monde. Pourquoi ? Parce que les artistes sont des personnes intéressantes car elles ont une vision du monde différente de nous, parce qu'elles prennent le temps de la réflexion. Et c'est pour cela que ça me semblait intéressant d'apporter leur témoignage et de mettre en valeur leur travail, qui n'est pas forcément connu et qui est riche en messages et en émotions. Alors qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ces interviews, les questions que vous leur avez posées ? J'ai voulu montrer qu'il existe des artistes passionnés à Angers et aussi, notamment à travers l'interview de Marie Béviot, art thérapeute, que l'art peut être accessible à tout le monde et que chacun peut être amené à créer d'une façon ou d'une autre. Alors avant de rencontrer Marie Béviot, ce sera dans le deuxième volet de ces deux émissions que nous avons réalisées ensemble. Bénédicte, vous nous présentez aujourd'hui tout d'abord une première artiste que vous avez rencontrée, c'est Mosca de Salva. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui est-elle ? Mosca de Salva, c'est une mosaïste, graveur et peintre qui travaille à la réalisation d'une mosaïque dans l'oratoire du pôle théologie de l'Université catholique de l'Ouest d'Angers. Depuis 4 ans, elle en a encore pour quelques années avant de terminer cette mosaïque. Je l'ai rencontrée et je lui ai demandé tout d'abord son parcours d'artiste. Ce qui l'a amené à être artiste aujourd'hui. On l'écoute. Je suis née dans une famille où il y a beaucoup d'artistes, de peintres, de compositeurs. Donc normalement, j'ai grandi entourée d'art. En tout cas, je ne pouvais supposer ma vie sans œuvre originale autour de moi. Mais les études me passionnaient. J'ai donc suivi. Alors on est là juste avant 68 à la Sorbonne, la philosophie, mais le monde allait éclater bientôt et je ne savais pas trop dans quelle direction aller. Les recherches en sciences naturelles me passionnaient, la philosophie me passionnait, et évidemment l'art. Mes parents étaient assez opposés à ce que je fasse une carrière artistique, évidemment. Et puis 68 est arrivé et j'ai plongé dedans comme tous les gens de mon âge. J'avais 23 ans, 24 ans. Et puis j'ai commencé à faire des décors de théâtre, de la peinture, de la gravure, ce que je n'ai jamais cessé de faire depuis toujours, à commencer à faire des portraits pour gagner ma vie. D'où vous est venue l'idée de faire un oratoire dans le pôle théologie de l'Université catholique de l'Ouest et de faire de la mosaïque dedans? Alors, bien des années plus tard, aujourd'hui j'ai 70 ans, je vous parlais de mes 25 ans, maintenant j'en ai 70. Le fait d'être venu en Anjou vient à la suite d'un très lourd cancer. J'ai quitté l'Italie, puis Paris, pour m'installer ici en Anjou, où j'avais une mosaïque à faire pour une école, à Chalonnes-sur-Loire. Je me suis installée là en créant très vite une association, l'Académie de Loire, pour créer un lieu où plusieurs arts pourraient être enseignés. Et puis, à partir de là, après une rechute de cancer en 2003, soignée à la Pitié-Salpêtrière et à Nantes, où on m'avait dit 1 mois à vivre, eh bien, je ne suis pas morte. Comme j'avais fait un peu une croix sur ma vie, j'avais installé tout ça pour partir, à peu près dignement. Je ne savais plus trop quoi faire puisque je n'étais pas morte. Du coup, je me suis inscrite en théologie, comme étudiante en théologie. Là, très vite, j'ai rencontré Véronique Margron, qui était à l'époque la doyenne. Nous nous sommes bien rencontrés, c'est-à-dire qu'elle m'a demandé de venir voir le lieu de prière qui venait d'être restauré et qui n'avait pas figure de lieu de prière. Ça ressemblait plutôt à une salle d'attente de kiné, si on parlait ainsi. Et l'expérience de la grande maladie, le cancer, qu'on pourrait considérer comme un fléau, et qu'aujourd'hui, 10 ans après, je réfléchis en me disant peut-être que ce fléau est une salvation pour le XXe et XXIe siècle, peut-être après tout. En tout cas, pour moi, il a été une source de création, une source d'inspiration très forte, et c'est à partir de cet oratoire, chapelle oratoire, j'ai tout de suite plongé dans une réflexion sur l'espace
que j'ai vécu pendant plusieurs années, ne plus être d'ici et ne pas être d'ailleurs. C'est-à-dire cet espace flou où tout a disparu de nos possibilités, sauf la respiration. Et c'est à partir de là que j'ai fondé la chapelle oratoire. Quelle est la symbolique de cette mosaïque ? Donc c'est un décor abstrait. Très souvent, la mosaïque raconte, et là, au contraire, elle tente de traduire un état favorable à la situation de prière. Ce qui m'a inspiré pour la création de l'oratoire, évidemment, là je me suis servi de la longue expérience d'une dizaine d'années de cancer, avec des comas successifs, avec une descente dans des espaces dont je n'avais pas idée, qui m'ont fait comprendre qu'il était absurde de développer l'euthanasie. Il faut laisser les gens vivre, les accompagner dans la souffrance, parce que la souffrance est dégradante, intolérable, mais les laisser vivre jusqu'au bout, car le grand malade, le grand faible, apporte au monde quelque chose dont on n'a pas idée comme puissance. Quelle est votre définition de l'art ? La vie est première, l'art est second. L'art demeure un artifice, il chante la vie, il exalte la vie, il rend la vie plus vivante encore. Comme nous avons tous tendance à aller vers la mort, tous tendance à être fatigués, lassés, voire même désabusés, l'art sert à réactualiser chaque fois que nous voyons une œuvre d'art, chaque fois que nous voyons une cathédrale s'élancer, chaque fois que nous voyons un mouvement d'une ligne qui s'envole comme un vol d'alouette, chaque fois nous sommes rappelés à la vie, ou réincarnés, ou redivinisés même plutôt, je dirais. Donc, ça c'est un rôle de l'artiste. Pour moi, l'artiste est témoin de son temps, et non seulement ça, il est toujours un peu prophète quelque part. Il a cette responsabilité. Il ne peut pas faire autrement que de méditer sur cette question du rajout à la vie. L'art est un artifice. La vie est première. Si un enfant tombe quelque part et pleure, et que je suis en train de faire un chef-d'œuvre, si tant est que, etc., je laisse tout de suite mon travail pour m'occuper de l'enfant. Il n'y a pas d'hésitation à avoir là-dessus. Cependant, par des artifices extraordinaires, il rajoute de la vie à la vie. Et quelle est votre conception de la vie ? En résumé, je dirais que faire ce que l'on est en train de faire avec le plus grand cœur et la plus grande intelligence possible au moment où on est en train de faire, accorder toute son attention à l'instant présent, en s'appuyant sur le savoir du passé, et en espérant que cet acte posé de bonne volonté construise l'histoire des hommes. En attendant de voir l'oratoire fini, vous pouvez prendre des cours de dessin avec Mosca de Selva à Chalonnes-sur-Loire. Nous sommes toujours dans l'été en Anjou et comme chaque jeudi de cet été, nous allons à la rencontre de personnalités ou personnes anonymes angevines. Aujourd'hui, c'est grâce à Bénédicte Monnier, étudiante de l'Université catholique de l'Ouest, que nous avons l'opportunité d'aller à la rencontre d'artistes angevins. Peut-être les connaissez-vous, peut-être les avez-vous rencontrés. En tout cas, elle, Bénédicte, est allée à la rencontre, leur a tendu le micro pour comprendre un petit peu comment ils vivaient leur passion et leur métier. Alors Bénédicte, on vient d'écouter votre rencontre avec Mosca de Selva. Vous avez choisi de nous faire rencontrer maintenant un autre sculpteur, un homme, Guillaume. Oui, il s'appelle Guillaume Léché, il a 22 ans et il sculpte depuis qu'il a 7 ans. C'est son activité principale et il est installé rue Montaut à Angers. Il nous a raconté d'où lui vient sa passion pour la sculpture. Une passion qui lui vient peut-être de ses jeux d'enfance avec la pâte à modeler. En tout cas, c'est la question que vous lui avez posée. Mon parcours, je pense que oui, c'est vrai qu'il y avait l'expérience en tant qu'enfant de toucher de la terre glaise ou de taper dans la pierre pour en faire sortir une forme. Mais c'est avant tout, je pense que c'est la rencontre donc avec la sculpture monumentale, la statuaire, donc à la Fondation de Coubertin en 2007 lors d'un stage. Et puis ensuite donc j'ai toujours travaillé avec assiduité, disons-nous, à cela.
Et puis donc après mon bac, j'ai donc eu la volonté de m'y consacrer avec voilà comme possibilité de faire plutôt des arts décoratifs, du luminaire par exemple. Donc nous sommes occupés de voilà avec mon frère donc de monter une fonderie. Après voilà il s'en est occupé totalement et puis moi j'ai fait le choix de m'occuper particulièrement de la sculpture à partir plutôt dirons-nous de 2011. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Voilà, entre ces moments-là, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences formatrices, pas de parcours précis dans un institut, dans une école. Donc c'est vrai que c'est un peu déroutant, un peu particulier. Enfin, de toute façon, j'aime pas faire comme les autres. Quand as-tu su que tu voulais faire de la sculpture ton activité principale ? C'est une question difficile parce qu'en fait, je pense que je l'ai toujours su que je voulais faire ça. En vérité, ce qui est plutôt délicat, c'est de passer du vouloir au faire. Et c'est délicat et c'est surtout risqué, je pense, puisque j'ai fait le choix de pas prendre un cursus aux Beaux-Arts. Et je pense que c'est un avantage et un inconvénient aussi, parce qu'il faut prouver plus que l'on est capable, alors que ceux qui sortiront avec un diplôme auront le diplôme des Beaux-Arts, même si ça signifie à mon sens assez peu aujourd'hui. Mais je pense que j'ai toujours voulu faire ça. Qu'est-ce qui peut faire le déclic ? Je savais de toute façon que je voulais travailler dans le monde de l'art. Après, est-ce que je voulais être marchand ou est-ce que je voulais faire quelque chose de mes mains ou dire quelque chose de plus personnel ? Je pense que c'est peut-être le fait de vouloir s'exprimer. Est-ce que tu prends du recul par rapport aux enseignements que tu as eus pour créer tes propres œuvres d'art ? Non, je pense que j'ai tendance à prendre du recul par le fait même, donc je suis très inspiré par la sculpture de la Grèce antique, particulièrement la Grèce des premiers âges, la Grèce archaïque et ce que l'on appelle le style sévère et le premier classicisme, et ensuite par le Quattrocento, donc la sculpture de la première Renaissance, surtout florentine, voilà. Que ce soit parce qu'il y a un attrait très particulier du fait du bronze, je pense. En plus, il y a beaucoup de mystères sur ces âges-là dont il nous reste très peu de sculptures et enfin bref, ce qui m'inspire beaucoup, c'est cela, avant tout, plus que les rencontres de sculpteurs vivants. Voilà. Après, je pense que j'ai un univers, oui, personnel de toute façon. Oui, ça vient du fait aussi que j'ai à ma disposition beaucoup d'ouvrages par le métier de mes parents. Quelle est ta spécificité ? Qu'est-ce qui te démarque des autres sculpteurs ? Aujourd'hui, peut-être d'être figuratif, c'est peut-être plus rare. On a beaucoup d'abstraits. C'est la tendance de toute façon de l'art depuis l'après-guerre, l'abstraction, ça a été principalement ça. Qu'est-ce que tu représentes en sculpture ? Peux-tu nous décrire tes œuvres ? Je pense qu'en ce moment, surtout, si ce que j'aurais à présenter, ce sera majoritairement des visages. C'est un peu, voilà, des visages surtout en ce moment. Pas tout à fait des portraits, pas tout à fait des produits de mon imagination, mais des visages. J'ai surtout travaillé aussi pas mal en ce moment sur des tables et des luminaires, donc plutôt de l'art décoratif, donc avec des motifs plutôt de branchage ou animal, donc voilà. Donc après c'est délicat, c'est toujours délicat en plus à l'oral de parler de ce que l'on fait alors que la rencontre elle se fait de visu. Quel message veux-tu faire passer ? Ce que j'ai à faire passer, c'est pas l'ordre du politique, c'est pas de l'ordre du religieux non plus tout à fait, c'est de l'ordre du poétique, je pense avant tout. C'est pour ça que sur mon blog, je lis poésie et sculpture parce que je pense que c'est avant tout ça. Je ne suis pas un artiste communiste comme Picasso a pu l'être à un moment, ou un artiste ceci ou un artiste cela. Enfin, par exemple, mais ça peut être. Non, je pense que ce que j'ai à dire, c'est quelque chose qui tient de vouloir passer un peu pouvoir passer un peu au-delà du temps ou de ce qui passe, voilà. Quelle est ta conception de la vie ? Je pense que si j'ai à donner du sens, si je dois donner du sens à la vie, je pense que je le ferai en tant que chrétien avant tout, c'est-à-dire en tant qu'homme de foi, personne qui croit en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc c'est avant tout, ça serait ce sens-là que j'aurais à donner aux choses. Voilà, ça serait me sentir appelé à mener une vie sainte après tout. Si vous voulez retrouver Guillaume Léché, vous pouvez aller voir son blog
Kalepa Takala ou venir le voir à la librairie Candide, rue Montaut. Merci Bénédicte. Rendez-vous donc jeudi prochain pour les nouveaux portraits de l'été en Anjou.